5 octobre 2017, coup de tonnerre dans le ciel hollywoodien. Une enquête publiée par le New York Times accuse Harvey Weinstein, l'influent producteur de films aux 303 nominations aux Oscars, d'avoir conclu 8 règlements monétisés avec des femmes l'accusant de harcèlement et d'agression sexuelle. Le tout pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Un déferlement médiatique et de nombreux rebondissements plus tard, il est licencié de sa propre boîte. Je n'ai pas pu recenser le nombre de plaintes déposées à son encontre et je vous recommande d'aller faire un petit tour sur sa page Wikipédia qui est assez éloquente sur le sujet. Et il a même fait pleurer Quentin Tarantino. Alors l'affaire, révélée par le New York Times, semblait pourtant connue de tous. En témoigne la réaction de Jean-Pierre Jeunet qui le compare, je cite, à un chien ressentant le besoin de pisser sur son arbre. Métaphore que les victimes du producteur prendront soin de savourer, j'imagine. Selon Sharon Waxman, le New York Times aurait été au courant dès 2004 et aurait passé un article sur le comportement de Weinstein à la trappe. C'est en tout cas ce que relate cet ex-journaliste du quotidien sur son propre site, The Wrap. Mais s'il ne dément pas, le New York Times préfère chercher des responsabilités dans l'artificialité du milieu dans un éditorial intitulé « Weinstein et notre culture de complices ». Complicité des journalistes, mais plus largement, de l'entourage donc. Alors cette notion de culture de la complicité m'a immédiatement fait repenser à une BD de Myrion Mal sur l'impunité des hommes célèbres sur laquelle j'étais tombée l'année dernière en pleine affaire Baupin et dont vous trouverez les références en description de la vidéo. Alors, y a-t-il une culture de la complicité ou de l'impunité face à ce genre de situation en France aussi ? Comment ne pas se poser la question alors qu'éclate, comme en écho à l'affaire américaine, l'affaire Quanta ? Non, pas un nouveau rebondissement sur le décès d'une de ses compagnes, mais le tollé provoqué la semaine dernière par la parution de sa trombine en une des Inrecuptibles. Et plus particulièrement à l'escalade de réactions d'indignation qui en a suivi. De Marlène Schiappa à Raphaël Enthoven, en passant par Vanessa Paradis, chacun y est allé de son petit couplet. Ce n'était pourtant pas la première. En 2013, son visage figurait déjà en une du magazine et non sans bruit. Le Nouvel Obs avait même conclu alors que, 10 ans après sa sortie de prison, 14 ans après avoir tué de ses mains sa compagne, le chanteur est à nouveau dépassé par son crime. Mais dans cette histoire, sommes-nous face à une critique portée sur le crime d'un homme célèbre devenu bourreau trop ordinaire, ou sur le choix somme toute contestable d'une couverture de magazine ? Que nous apprennent ces affaires qui se succèdent à un rythme tellement vertigineux qu'elles nous enfileraient presque le tournis ? Clinton, Bill Cosby, Woody Allen, DSK, Johnny Depp, Baupin, Polanski à nouveau accusé de viol la semaine dernière, Weinstein et maintenant Quanta. Pourquoi ne retient-on que le nom des agresseurs plutôt que des victimes ? Pourquoi toujours des célèbres et des puissants face à des pauvres anonymes en quête d'ascension sociale ? Que cherche-t-on à montrer ? Quel rôle jouent les rédactions ? Car il me semble tout de même que c'est le propre du journalisme que de montrer avoir l'invisible. Le débat éthique est loin d'être simple, et à l'image de la société, il n'a pas manqué de diviser la rédaction des Inrocks. Après tout, Quanta est musicien, il sort un nouvel album, il a effectué sa peine de prison, il est proche des Inrocks depuis le début de sa carrière, et il en a même été le rédac-chef sur un numéro. Le dernier édito nous rappelle de plus, si besoin était, que le rôle de la presse n'est pas de se substituer à la justice. Alors évidemment, à cette question s'est également mêlée celle de l'enjeu économique. Dans les négociations entre un journal et l'agent d'un artiste, il est en effet d'usage que l'exclusivité d'un article ait comme contrepartie une couverture. Mais on retombe alors sur la question de la valeur d'une histoire de femme dans un monde dominé par les hommes et par l'argent. Pouvoir, pouvoir. C'est plongé dans ces réflexions déprimantes que je me trouvais lorsque, comme un deuxième coup de tonnerre, est apparu ce week-end le hashtag « Balance ton porc » et sa seconde déferlante d'adhésions et de critiques. Sortie de la honte, de l'isolement et premier mouvement de libération pour les unes, délation anonyme, point Godwin et attaque spéciste pour les autres, entre mère courage et vengeance de pécheresse, la nouvelle vague était lancée. En 48 heures, plus de 16 000 témoignages et autant d'attaques ont fusé sur les réseaux sociaux. Pour le sociologue Éric Fassin, si les réactions furent aussi vives, c'est que les accusations de femmes victimes poussent à se demander si le harceleur est quelqu'un d'entre nous. Alors que cette obstination médiatique est pour but inconscient de nous mettre en avant ou de stigmatiser les bourreaux, de noyer le poisson ou de faire monstration, que nous dit-elle de la société dans laquelle on vit ? Et plus largement, entre sexisme, violence et hypocrisie, de la place qu'elle fait aux femmes. Autour des Insoumis d'échanger ce soir sur ce sujet au cours de cette libre antenne.